balobi si tes âmes moko. Sur aux 4 coins du monde. Ozo sans problème. Sans nini balobi www.congoyalobi.net. www.congoyalobi.net. Voilà sikoyo avec le mannequin du média JBS le patron oyo a vendu ça makama vendu ça va faire. Donc si tes âmes moko place tout vandi. Cause minona route. Yango za la rate image ezo kende net bazo tindika te mbala moko on a te congestion na rate image za rate mbala moko to leki www.congoyalobi yango une émergence ya mutu to ya mboka parti ya kosakana te Congo ya lobby avenir ya lobby epesami kaka na Congo ya lobby suka na masolo yango Congo ya lobby en tout cas Congo ya lobby ezana biso en tout cas faut mailler les beleza pour Congo lobby ezana to lingeza la umela en tout cas umela ba sponsor ezala ba okola na sawa ba okola moni atola na oka na sima ojoka lipoto tandi ba olalitongo etani maya lobo lipa okola ozape un grand monsieur na mbogoyo kala ingango bozona bino umela bozwa. Au Canada, Montréal, à Ottawa, à Toronto, à Winnipeg, ainsi de suite, sont source d'espoir à l'occasion de la défense du livre Noir Canada, dont il a été question tout à l'heure, où il s'est agi pour moi comme auteur, et pour mes deux recherchistes, Delphine Abadi et William Saché, ainsi que pour mon éditeur, de faire connaître les conséquences de la présence controversée, voire tragique, des sociétés minières canadiennes en Afrique, et en particulier au Congo-Kinshasa. Les communautés congolaises du Canada, les associations de la communauté congolaise du Canada, ont été les seules, en étant constitués comme tels, à soutenir notre combat pour faire connaître cet enjeu. Et ça a été pour nous une série de moments qui étaient exemplaires en termes de courage, pour des raisons qui ont été rappelées, parce qu'on sait que ce n'est pas gratuitement qu'on se mobilise politiquement quand on est congolais, ou que ce soit dans le monde. Surtout quand c'est sous une forme constituée, comme celle-ci. Depuis lors, j'ai eu l'occasion de traiter de beaucoup d'enjeux. C'est un petit peu par la force des choses que j'ai été amené à parler de la question minière. Le livre Noir Canada était l'occasion de montrer que la plupart des sociétés minières mondiales sont canadiennes, bien que les actifs ne soient pas toujours canadiens, c'est-à-dire les capitaux qui sont en cause, et bien que les sites d'exploitation et les sites d'exploration miniers concernés par les sociétés dites canadiennes ne sont pas le plus souvent au Canada, mais ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que le Canada est une sorte de paradis réglementaire, judiciaire et fiscal qui accueille les capitaux dans le domaine minier pour permettre aux investisseurs du domaine minier, où qu'ils soient dans le monde, en Australie, en Israël, en Suède, en Belgique, en France, aux États-Unis, ailleurs, de créer des sociétés ici, dans un cadre législatif qui est avantageux, avec des lois qui avantagent les investisseurs du secteur minier, les sociétés minières, pour leur financement, pour leur protection judiciaire, pour leurs appuis diplomatiques et politiques, de façon à ce que lorsqu'elles soient à l'étranger, elles puissent agir en sachant qu'au Canada, on leur garantit l'impunité, on leur garantit une capitalisation facile, on leur garantit même une sorte de légitimité politique. Et ce type d'exemple-là, de ce qu'était le Canada alors, a motivé une réflexion plus large sur ce que j'ai appelé les législations de complaisance, dont font partie aussi les paradis fiscaux.
Et c'est ce qui est en cause ici. C'est-à-dire que les législations de complaisance, comme le Canada dans le secteur des mines, sont dans le monde des pays qui offrent des avantages indus à des acteurs particuliers, évidemment le plus souvent puissants, au détriment des peuples. Au fond, ce sont des États pervertis, des États qui mènent des opérations, des États qui en fait permettent des opérations, permettent un encadrement qui est contraire à ce qu'on attend d'un État en théorie. Je vais revenir sur le Canada, mais pour commencer, je voudrais définir ce qu'est une législation de complaisance, aussi pour faire comprendre, parce que souvent quand on vient d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, voire d'Europe de l'Est, on se fait dire « Ah mais vous êtes dans des parties du monde où les choses vont mal. Vous êtes dans des parties du monde où il faut vous aider. Vous êtes dans des parties du monde où il faut qu'on envoie des experts en gouvernance vous expliquer comment on fait tourner ça à un État, parce que vous n'êtes pas capable. Nous, on va vous montrer comment, dans ces discours auxquels on s'est habitué. » Et quand on pense à la question des paradis fiscaux, on se rend compte et à la question des législations de complaisance, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le monde, partout, l'état de droit est en crise, que l'état de droit est un mirage, que l'état de droit qu'on présente comme étant en quelque sorte le régime qui est en vigueur ici au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Espagne, au Japon, sur un mode exemplaire, finalement traverse les mêmes problèmes sur un mode ou sur un autre que les pays auxquels on donne des leçons. Et qu'il y a beaucoup à redire sur la façon qu'a le Canada de penser à la démocratie par rapport au Congo, même si c'est pour des raisons parfois un peu différentes, un peu décalées, parfois un petit peu plus dissimulées. Mais revenons à la question d'une législation de complaisance. Moi, je vous ai dit, le Canada, c'est une législation de complaisance dans le domaine des mines. Prenons la question pour le grand bout. Définissons ce qu'est une législation de complaisance et voyons où se situe le Canada dans tout ça. Une législation de complaisance, c'est d'abord et avant tout un pays, quand il s'agit des paradis fiscaux, par exemple, où il y a un taux d'imposition nul ou quasi nul sur le revenu de particuliers nantis. Des grandes entreprises, des grands détenteurs de fortune, des millionnaires, des milliardaires. Et pour vous situer, là, quand je dis législation de complaisance, c'est une grande catégorie d'États qui pose problème à la démocratie. Alors, les législations de complaisance, c'est des pays qui comprennent autant les paradis fiscaux, les ports francs pour le transport maritime, les zones franches en ce qui concerne le travail, des paradis réglementaires en ce qui concerne certaines filières comme les mines, les assurances, l'exploitation de plateformes pétrolières, ainsi de suite. Et je vais m'en expliquer. Mais pour commencer, disons qu'une législation de complaisance, et surtout les paradis fiscaux, ce sont des législations où il n'y a pas d'impôt sur le revenu des entreprises. Donc, vous êtes à Montréal, vous menez des opérations, vous gérez une entreprise. À la fin de l'année, votre entreprise a des bénéfices, donc elle paie des impôts. Si vous transférez vos actifs dans une entité des Bahamas, cette même entreprise-là, qui transférera ses actifs dans les caisses de sa filiale des Bahamas, ne paiera pas d'impôts. Et donc, les paradis fiscaux permettent aux sociétés privées, aux millionnaires, aux milliardaires de contourner le fisc. C'est tout un problème par rapport à la règle des droits et des devoirs qui prévaut normalement en démocratie. C'est-à-dire que quand on est dans une démocratie, on est censé honorer son dû quant à l'impôt qu'on doit payer, étant donné qu'on fait partie d'une société et qu'on partage autant les contraintes que les avantages. L'autre problème, et là on concerne vraiment les législations de complaisance, d'une manière plus large, c'est que dans un paradis fiscal, dans une zone franche, dans un port franc, dans un paradis réglementaire, il n'y a pas de loi qui vaille. La loi est neutralisée. Vous respectez des lois quand vous êtes au Canada, vous menez des opérations, par exemple, vous créez une compagnie à Montréal, vous embauchez 22 personnes. Vous ne pouvez pas embaucher des enfants et les faire payer les payer $1 par jour. Vous allez respecter des lois en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne
en ce qui concerne la sécurité au travail, en ce qui concerne les normes environnementales, en ce qui concerne la durée du temps de travail. La même entreprise, vous la délocalisez aux Bahamas, ou vous la délocalisez au Bangladesh, et vous ne paierez plus. Vous pourrez embaucher ces enfants à $1 par jour. Vous pourrez faire ce que vous voulez en termes environnementaux. Donc, dans les législations de complaisance, la loi s'estompe. Ce qui est interdit quelque part devient possible ailleurs. Et cette question-là est cruciale pour penser non seulement les paradis fiscaux, mais les législations de complaisance en général. Les législations de complaisance, vous les connaissez sans doute intuitivement. Hein, quand je dis législation de complaisance, je vais vous en nommer quelques-uns, mais je suis certain que vous surgissent en tête spontanément. C'est la Suisse, c'est le Luxembourg, c'est les Bahamas, c'est les Bermudes, les îles Vierges britanniques, le Belize, le Libéria, le Liechtenstein, le Singapour, les îles Marshall. C'est 90 pays, en gros, dans le monde, 90 législations qui existent pour permettre à des acteurs puissants qui vivent en société quelque part de se soustraire à la règle des droits et des devoirs qui prévaut dans cette société-là pour éviter de faire face à leurs obligations sociales, légales et morales. C'est ça une législation de complaisance. Dans tous les secteurs d'activité qu'on peut s'imaginer, c'est pour ça qu'il y en a autant. Pourquoi est-ce qu'il y en a 90? C'est que les législations de complaisance sont un petit peu comme les magasins dans une rue commerçante. Dans une rue commerçante, les boutiques ne vendent pas la même chose. Dans une rue commerçante, chaque boutique a, en quelque sorte, son expertise, sa vocation, sa spécialité. Nous, Canadiens, et quand je dis nous, je sais que je parle, et j'englobe beaucoup de gens ici, parce que beaucoup de gens ici sont citoyens canadiens à part entière. Mais donc, nous, Canadiens, nous qui sommes soit Canadiens d'origine congolaise, soit Congolais au Canada, plusieurs statuts ici, mais nous, parce que nous sommes bien tous solidaires d'une certaine justice sociale, j'en suis convaincu, nous, au Canada, nous trouvons, de par notre présence, de par notre activité, de par notre épargne, à être actionnaires de ces sociétés minières. Parce que ce sont les fonds de retraite, ce sont les compagnies d'assurance, ce sont les banques, ce sont toutes ces institutions avec lesquelles nous sommes en lien tous les jours, auxquelles nous confions notre épargne, qui prennent cet argent et qui le placent à la bourse à Toronto dans des sociétés minières pour financer des activités qui ont lieu là-bas sur un mode tout à fait dommageable pour les populations, destructeur, pour dire le moins. Et donc, très souvent, on est comme Congolaise, comme Congolais, ou comme Canadiennes et Canadiens d'origine congolaise, dans une situation paradoxale, parce qu'on est accueilli par le pays qui est à l'origine des maux qui nous ont amenés à quitter notre terre de naissance. Nous disons « Merci, Canada, de m'accueillir, moi, réfugié, parce que je fuis des maux que tu as provoqués. » Et le paradoxe est de cette nature-là. Et c'est en cela que le Canada est un pays particulier, parce que c'est une législation de complaisance dans le domaine minier qui permet aux sociétés minières de faire quoi qu'elles souhaitent à l'étranger, corrompre, polluer, pratiquer la contrebande, financer des seigneurs de guerre, financer des dictateurs, fournir des mercenaires à des clans violents, de façon à sécuriser les territoires, indépendamment de ce qui relève de la vie des communautés, de la culture des communautés, de l'organisation historique en vue, enfin, d'institutions qui auraient une dimension démocratique. Tout en étant par ailleurs plus ou moins encore une terre d'accueil, plus ou moins encore un régime de droit pour ses citoyens qui s'y trouvent. Bon, une législation de complaisance, c'est ça aussi. C'est pas seulement la Suisse, c'est pas seulement la Barbade, c'est pas seulement les îles Marshall, ce sont des pays comme les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche,
Singapour, qui ont en plus d'un régime de droit fonctionnel, un petit versant offshore, un petit versant paradisiaque, un petit versant complaisant, qui concerne un secteur d'activité particulier et qui permet aux acteurs dans ce secteur particulier-là de mener des opérations en toute quiétude dans ce qui concerne le droit. C'est comme si le droit disparaissait. Alors, les législations de complaisance, pour reprendre les choses dans un spectre plus large, ce sont des pays qui permettent à des acteurs puissants, d'une manière générale, lorsqu'il s'agit de paradis fiscaux, de contourner le fisc, lorsqu'il s'agit de paradis réglementaires, comme le Canada, dans le domaine minier, comme les îles turques et caïques dans le domaine de l'assurance, comme l'Irlande dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, comme Sainte-Lucie en ce qui concerne la formation médicale, comme les îles Marshall en ce qui concerne l'exploitation pétrolière sur des plateformes, comme le Libéria en ce qui concerne le transport maritime, comme la Chine, l'Inde, le Bangladesh, la Jamaïque en ce qui concerne le travail. Ce sont des pays qui, en gros, disent aux détenteurs de fortune du monde, disent aux grandes entreprises du monde, chez vous, vous avez des contraintes parce que vous êtes dans des états de droit, venez chez nous, ce qui est interdit chez vous va devenir légal chez nous. Mais c'est un venez chez nous factice. C'est un venez chez nous qui concerne strictement des jeux d'écriture. Ça peut être très factice en certaines circonstances. Et je m'explique. Société minière au Canada qui exploite une mine d'or au Mali, ou une mine de cuivre dans le Katanga, ou un filon d'or au Pérou, ou en Roumanie, ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, peut très bien avoir 2-3 employés à Toronto. Avoir l'essentiel de sa main-d'œuvre dans les différents sites où elle agit, avoir une filiale en Suisse en ce qui concerne la fiscalité, une filiale à l'île de Man en ce qui concerne tout le service commercial, avoir une filiale. Mais essentiellement, on ne sait pas nécessairement où sont les actionnaires, où sont les bénéficiaires. Dans les paradis fiscaux, dans les législations de complaisance, très souvent, il n'y a pas d'activité substantielle. On fait simplement, par ordinateur, enregistrer une société pour faire en sorte que les opérations qu'on lui confie, qu'on lui fait faire, échappent aux droits en vigueur chez nous. Les exemples les plus simples, souvent, sont tirés de la fiscalité, et je vais donc donner un exemple dans ce sens-là. Lorsque le Panama, on a parlé beaucoup du Panama ces jours-ci, les Panama Papers, bon. Lorsque le Panama vote une loi ou une réglementation qui dit on peut créer au Panama des sociétés internationales, c'est leur titre. On peut créer des sociétés internationales, c'est une entité qu'on peut créer avec un capital, des opérations. Et ces sociétés internationales-là ne seront pas imposées. Hein, il n'y aura pas d'impôt à payer, là, quel que soit le bénéfice, à la condition que ces sociétés n'aient aucune activité au Panama, chez nous. On va faire la même chose aux îles Vierges britanniques. Aux îles Vierges britanniques, on peut créer une société internationale qu'on va qualifier d'une certaine façon. On va avoir un nom particulier, on peut créer une société internationale qui ne paiera pas d'impôts, n'aura pas à divulguer d'informations sur ses actionnaires, n'aura pas à divulguer d'informations sur ses opérations, n'aura pas à divulguer d'informations sur ses clients, qui pourra faire tout ce qu'elle veut dans le plus grand des secrets, tant qu'elle n'est pas active chez nous aux îles Vierges britanniques. On va faire la même chose aux Bermudes, on va faire la même chose au Belize, on va faire la même chose à Turques et Caïques, on va faire la même chose au Luxembourg, en Suisse, à Singapour, aux îles Seychelles, ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces législations-là sont en train de voter des lois qui ne concernent plus leur territoire, mais qui concernent tous les territoires du monde, sauf le leur. C'est une forme subtile d'ingérence politique. C'est comme si le Québec disait, désormais, toute société qui n'est pas active au Québec peut enregistrer ses capitaux ici et on ne les imposera pas. Mais c'est comme si d'un coup le Québec légiférait sur les autres pays du monde, sauf le sien. Et on ne comprend pas pourquoi les États font pas, en quelque sorte, une lutte au moins diplomatique. Moi, je reste pacifiste, je ne veux pas qu'on barbade le Panama, c'est pas la question. Mais au moins une lutte diplomatique contre ces pays-là, en disant, on reconnaît votre souveraineté, votez toutes les lois que vous voulez sur votre territoire, on ne va pas s'ingérer, mais ne votez pas des lois qui ne vous concernent pas, mais qui ne concernent que tous les autres pays du monde, sauf le vôtre. Ça n'a pas de sens de concevoir la loi sur ce mode-là.
venez placer de l'argent chez nous, on a autant que vous y faites rien chez nous et qui vous permettent de transférer, de fuir vos obligations ailleurs. Parce que qu'est-ce qui arrive ailleurs? C'est que vous avez au Canada, que ce soit, disons par exemple ici, une société qui va avoir un cabinet d'avocats à Montréal par rapport à ses activités qui sont à Montréal, par rapport à ses actifs qui sont à Montréal, les acteurs sont à Montréal, les clients sont à Montréal, le réseau commercial est à Montréal, mais qui va dire à son avocat ou son juriste d'entreprise ou son fiscaliste, permets-moi de mettre dans une sorte de bulle de verre des actifs, des capitaux, des types de propriétés, et on va dire que ce qu'il y a dans cette bulle de verre-là relève du droit du Panama, ou des Bermudes, ou du Luxembourg. Et quand le gouvernement va vouloir savoir ce que je fais et ce que j'ai, je vais dire, j'ai pas beaucoup d'argent, hein, parce que tout mon argent est dans cette bulle de verre-là, et ce qu'il y a dans cette bulle de verre-là relève du droit des Bermudes. Au fond, cet argent-là, ces actifs-là sont nulle part. Où ils sont où ils peuvent être dans des chambres de compensation, dans des banques, dans des coffres-forts, peu importe. En droit, on va faire comme si c'était aux Bermudes, alors que c'est nulle part. C'est une façon de soustraire aux États de droit la capacité qu'ils auraient, sinon, de faire valoir le droit équitablement pour tous. Et aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est que un milliardaire, un multimillionnaire, une grande entreprise multinationale, qu'elle soit au Congo-Kinshasa, qu'elle soit aux États-Unis, au Japon, au Brésil, en France ou ailleurs, elle arrive toujours à contourner la loi. Où qu'elle soit. Parce qu'elle arrive à soustraire aux institutions judiciaires, aux institutions de l'État, aux institutions de l'autorité publique où elle se trouve, toutes les données, tous les actifs qui pourraient être sujets à contrôle. Et c'est ça le problème des législations de complexité. Nous, Canadiens, et quand je dis nous, je sais que je parle, et j'englobe beaucoup de gens ici, parce que beaucoup de gens ici sont citoyens canadiens à part entière. Et donc, nous, Canadiens, nous qui sommes soit Canadiens d'origine congolaise, soit Congolais au Canada, plusieurs statuts ici, mais nous, parce que nous sommes bien tous solidaires d'une certaine justice sociale, j'en suis convaincu, nous, au Canada, nous trouvons, de par notre présence, de par notre activité, de par notre épargne, à être actionnaires de ces sociétés minières. Parce que ce sont les fonds de retraite, ce sont les compagnies d'assurance, ce sont les banques, ce sont toutes ces institutions avec lesquelles nous sommes en lien tous les jours, auxquelles nous confions notre épargne, qui prennent cet argent et qui le placent à la bourse à Toronto dans des sociétés minières pour financer des activités qui ont lieu là-bas sur un mode tout à fait dommageable pour les populations, destructeur, pour dire le moins. Et donc, très souvent, on est comme Congolaise, comme Congolais, ou comme Canadiennes et Canadiens d'origine congolaise, dans une situation paradoxale, parce qu'on est accueilli par le pays qui est à l'origine des maux qui nous ont amenés à quitter notre terre de naissance. Nous disons « Merci, Canada, de m'accueillir, moi, réfugié, parce que je fuis des maux que tu as provoqués. » Et le paradoxe est de cette nature-là. Et c'est en cela que le Canada est un pays particulier, parce que c'est une législation de complaisance dans le domaine minier qui permet aux sociétés minières de faire quoi qu'elles souhaitent à l'étranger, corrompre, polluer, pratiquer la contrebande, financer des seigneurs de guerre, financer des dictateurs, fournir des mercenaires à des clans violents, de façon à sécuriser les territoires, indépendamment de ce qui relève de la vie des communautés, de la culture des communautés, de l'organisation historique en vue, enfin, d'institutions qui auraient une dimension démocratique. Tout en étant par ailleurs plus ou moins encore une terre d'accueil, plus ou moins encore un régime de droit pour ses citoyens qui s'y trouvent. Bon, une législation de complaisance, c'est ça aussi. C'est pas seulement la Suisse, c'est pas seulement la Barbade, c'est pas seulement les îles Marshall, ce sont des pays comme les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche,
Singapour, qui ont en plus d'un régime de droit fonctionnel, un petit versant offshore, un petit versant paradisiaque, un petit versant complaisant, qui concerne un secteur d'activité particulier et qui permet aux acteurs dans ce secteur particulier-là de mener des opérations en toute quiétude dans ce qui concerne le droit. C'est comme si le droit disparaissait. Alors, les législations de complaisance, pour reprendre les choses dans un spectre plus large, ce sont des pays qui permettent à des acteurs puissants, d'une manière générale, lorsqu'il s'agit de paradis fiscaux, de contrôler le fisc, lorsqu'il s'agit de paradis réglementaires, comme le Canada, dans le domaine minier, comme les îles turques et caïques dans le domaine de l'assurance, comme l'Irlande dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, comme Sainte-Lucie en ce qui concerne la formation médicale, comme les îles Marshall en ce qui concerne l'exploitation pétrolière sur des plateformes, comme le Libéria en ce qui concerne le transport maritime, comme la Chine, l'Inde, le Bangladesh, la Jamaïque en ce qui concerne le travail. Ce sont des pays qui, en gros, disent aux détenteurs de fortune du monde, disent aux grandes entreprises du monde, chez vous, vous avez des contraintes parce que vous êtes dans des états de droit, venez chez nous, ce qui est interdit chez vous va devenir légal chez nous. Mais c'est un venez chez nous factice. C'est un venez chez nous qui concerne strictement des jeux d'écriture. Ça peut être très factice en certaines circonstances. Et je m'explique. Société minière au Canada qui exploite une mine d'or au Mali, ou une mine de cuivre dans le Katanga, ou un filon d'or au Pérou, ou en Roumanie, ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, peut très bien avoir 2-3 employés à Toronto. Avoir l'essentiel de sa main-d'œuvre dans les différents sites où elle agit, avoir une filiale en Suisse en ce qui concerne la fiscalité, une filiale à l'île de Man en ce qui concerne tout le service commercial, avoir une filiale. Mais essentiellement, on ne sait pas nécessairement où sont les actionnaires, où sont les bénéficiaires. Dans les paradis fiscaux, dans les législations de complaisance, très souvent, il n'y a pas d'activité substantielle. On fait simplement, par ordinateur, enregistrer une société pour faire en sorte que les opérations qu'on lui confie, qu'on lui fait faire, échappent aux droits en vigueur chez nous. Les exemples les plus simples, souvent, sont tirés de la fiscalité, et je vais donc donner un exemple dans ce sens-là. Lorsque le Panama, on a parlé beaucoup du Panama ces jours-ci, les Panama Papers, bon. Lorsque le Panama vote une loi ou une réglementation qui dit on peut créer au Panama des sociétés internationales, c'est leur titre. On peut créer des sociétés internationales, c'est une entité qu'on peut créer avec un capital, des opérations. Et ces sociétés internationales-là ne seront pas imposées. Hein, il n'y aura pas d'impôt à payer, là, quel que soit le bénéfice, à la condition que ces sociétés n'aient aucune activité au Panama, chez nous. On va faire la même chose aux îles Vierges britanniques. Aux îles Vierges britanniques, on peut créer une société internationale qu'on va qualifier d'une certaine façon. On va avoir un nom particulier. On peut créer une société internationale qui ne paiera pas d'impôts, n'aura pas à divulguer d'informations sur ses actionnaires, n'aura pas à divulguer d'informations sur ses opérations, n'aura pas à divulguer d'informations sur ses clients, qui pourra faire tout ce qu'elle veut dans le plus grand des secrets, tant qu'elle n'est pas active chez nous aux îles Vierges britanniques. On va faire la même chose aux Bermudes, on va faire la même chose au Belize, on va faire la même chose à Turques et Caïques, on va faire la même chose au Luxembourg, en Suisse, à Singapour, aux îles Seychelles, ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces législations-là sont en train de voter des lois qui ne concernent plus leur territoire, mais qui concernent tous les territoires du monde, sauf le leur. C'est une forme subtile d'ingérence politique. C'est comme si le Québec disait, désormais, toute société qui n'est pas active au Québec peut enregistrer ses capitaux ici et on ne les imposera pas. Mais c'est comme si d'un coup le Québec légiférait sur les autres pays du monde, sauf le sien. Et on ne comprend pas pourquoi les États font pas, en quelque sorte, une lutte au moins diplomatique. Moi, je reste pacifiste, je ne veux pas qu'on barbade le Panama, c'est pas la question. Mais au moins une lutte diplomatique contre ces pays-là, en disant on reconnaît votre souveraineté, votez toutes les lois que vous voulez sur votre territoire, on ne va pas s'ingérer, mais ne votez pas des lois qui ne vous concernent pas, mais qui ne concernent que tous les autres pays du monde, sauf le vôtre. Ça n'a pas de sens de concevoir la loi sur ce mode-là.
T'sais, venez placer de l'argent chez nous, on a autant que vous y faites rien chez nous et qui vous permettent de transférer, de fuir vos obligations ailleurs. Parce que qu'est-ce qui arrive ailleurs? C'est que vous avez au Canada, que ce soit, disons par exemple ici, une société qui va voir un cabinet d'avocats à Montréal par rapport à ses activités qui sont à Montréal, par rapport à ses actifs qui sont à Montréal, les acteurs sont à Montréal, les clients sont à Montréal, le réseau commercial est à Montréal, mais qui va dire à son avocat ou son juriste d'entreprise ou son fiscaliste, permets-moi de mettre dans une sorte de bulle de verre des actifs, des capitaux, des types de propriétés, et on va dire que ce qu'il y a dans cette bulle de verre-là relève du droit du Panama, ou des Bermudes, ou du Luxembourg. Et quand le gouvernement va vouloir savoir ce que je fais et ce que j'ai, je vais dire, j'ai pas beaucoup d'argent, hein, parce que tout mon argent est dans cette bulle de verre-là, et ce qu'il y a dans cette bulle de verre-là relève du droit des Bermudes. Au fond, cet argent-là, ces actifs-là sont nulle part. Où ils sont où ils peuvent être dans des champs de compensation, dans des banques, dans des coffres-forts, peu importe. En droit, on va faire comme si c'était aux Bermudes, alors que c'est nulle part. C'est une façon de soustraire, à quoi aux États de droit, la capacité qu'ils auraient, sinon, de faire valoir le droit équitablement pour tous. Et aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est que un milliardaire, un multimillionnaire, une grande entreprise multinationale, qu'elle soit au Congo-Kinshasa, qu'elle soit aux États-Unis, au Japon, au Brésil, en France ou ailleurs, elle arrive toujours à contourner la loi. Où qu'elle soit. Parce qu'elle arrive à soustraire aux institutions judiciaires, aux institutions de l'État, aux institutions de l'autorité publique où elle se trouve, toutes les données, tous les actifs qui pourraient être sujets à contrôle. Et c'est ça le problème des législations de compliance, de collusion avec des seigneurs de guerre, de soutien à des dictatures, de mobilisation de mercenaires, à l'extérieur des frontières du pays. Et les soupçons se sont alourdis lorsque on s'est rendu compte, à l'OCDE, à l'Organisation de la coopération et du développement économique, qui n'est pas une organisation très radicale, c'est l'organisation des pays riches. On s'est rendu compte, à l'OCDE, on s'est rappelé que le Canada avait signé, il y a plusieurs années déjà, pas signé, mais s'était engagé formellement à poursuivre devant les tribunaux des sociétés canadiennes qui auraient été reconnues, qui seraient soupçonnées de pratiquer la corruption politique à l'extérieur du Canada. Donc, il est dans une sorte de protocole, dans une sorte de modèle qui était promu par le CDE, les pays dont le Canada, les pays membres dont le Canada s'était engagé, si je ne m'abuse, c'était au tout début des années 2000, à mener des poursuites judiciaires, à mener des enquêtes sur les sociétés nationales, les sociétés inscrites, pas nationales au sens de public, mais les sociétés présentes chez lui, qui étaient soupçonnées de pratiquer la corruption. Et après 11 ans, l'OCDE s'est rendu compte que le Canada n'avait mené qu'une poursuite. En 11 ans. Et dans le rapport de l'OCDE, il était écrit « Il est quand même étonnant que le Canada, et c'est l'OCDE qui parle, qui accueille 75% des sociétés minières mondiales, alors que cette industrie est réputée pratiquer la corruption. Il est quand même étonnant que le Canada, en 11 ans, qui accueille à peu près presque la totalité des sociétés minières du monde, n'ait trouvé à épingler qu'une société. C'est pas vraisemblable. Et donc, ce que l'OCDE comprenait, c'est que le Canada prétend encadrer l'industrie minière. Il prétend la contrôler. Il prétend lui faire, en quelque sorte, subir les exigences d'une société de droit et d'un État de droit, alors qu'en réalité, il la couvre. Il la couvre parce que lorsqu'une société minière est créée au Canada, elle sait que les administrateurs de cette société savent qu'ils peuvent dormir bien posément sur leurs deux oreilles, parce que, quoi qu'ils fassent à l'extérieur de leurs frontières, le pays ne leur en tiendra jamais rigueur. Non seulement le Canada couvre d'un point de vue juridique et juridictionnel les sociétés minières, mais en plus, il les finance abondamment
et il a organisé la fiscalité canadienne pour qu'il soit avantageux d'un point de vue fiscal pour les investisseurs de placer leurs billes dans le domaine minier en particulier. Il y a notamment le programme des actions accréditives qui incite les investisseurs canadiens à placer leurs actifs dans le secteur minier, c'est-à-dire à acheter des actions à la bourse des sociétés minières pour qu'elles puissent mener des opérations à l'étranger, quoiqu'elles soient très souvent controversées, hors de contrôle et même souvent criminogènes. En réalité, un salon de coiffure ne fait pas ce que fait un poissonnier, puis un poissonnier ne fait pas ce que fait un cabinet d'avocats, puis un cabinet d'avocats ne fait pas ce que fait un cordonnier. Bon. Mais c'est la même chose pour les paradis fiscaux. Il y a 90 paradis fiscaux dans le monde parce que chaque paradis fiscal a sa vocation pour permettre à des acteurs puissants de mener des opérations qui seraient illégales chez eux d'une manière légale là-bas. Et je donne une série d'exemples. Vous êtes un acteur dans le domaine de la filière bananière. Au Costa Rica, vous exploitez des bananes. Vous vendez des bananes au Royaume-Uni, sous une marque très connue. Si vous payez bien votre personnel et que vous payez vos impôts, vous aurez un certain taux de profit sur votre activité. Si vous voulez avoir un taux de profit énorme, qu'est-ce que vous faites? C'est que lorsque vous vendez vos bananes au Royaume-Uni, vous faites un certain profit et vous vendez vos bananes sous une certaine marque. On les connaît, les marques, là, Chiquita, Del Monte, vous vendez vos bananes sous une certaine marque. Comment on évite de payer des impôts? Eh bien, on crée une filiale, disons, en Irlande, aux Pays-Bas, puis ensuite aux Bermudes, dans ce qu'on appelle le Double Irish, c'est une technique. Et on fait en sorte que sa filiale soit titulaire des droits d'utilisation de la marque. Et à la fin de l'année, pour éviter de payer des impôts, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait en sorte que sa filiale envoie une facture à l'entreprise au Royaume-Uni. Ils disent, vous avez utilisé la marque de la société et vous devez à la filiale de payer des redevances pour utiliser votre propre marque. Comme ça, on envoie des capitaux aux Bermudes alors qu'ils auraient dû être imposés au Royaume-Uni. C'est comme ça que Google, par exemple, a payé 2,4% d'impôts en 2011 à l'échelle mondiale. Parce qu'il faut savoir, et là je vous explique juste ce truc-là, après je vais vous expliquer autre chose, qu'une multinationale n'existe pas comme telle. Google n'existe pas comme tel, Coca-Cola n'existe pas comme tel, Total n'existe pas comme tel. Ce sont des myriades d'entités. Ce sont des réseaux de petites entités qui existent partout dans le monde, qui sont ouvertes partout dans le monde, qui sont créées partout dans le monde. Mais comme telle, l'entité n'existe pas. Alors quand elle paie ses impôts, c'est jamais sur la base de son bilan global. C'est toujours sur la base de ce que font les petits groupes les uns par rapport aux autres. Et les petits groupes les uns par rapport aux autres, par exemple, Coca-Cola Gabon, Coca-Cola Congo, Coca-Cola France, Coca-Cola États-Unis, Coca-Cola Chine, Coca-Cola Brésil, ces petits groupes qui sont subdivisés ensuite sont imposés un par un. Et ils peuvent s'envoyer entre eux des factures. Ces petites entités-là peuvent s'envoyer entre elles des factures, peuvent s'envoyer des prêts, peuvent s'envoyer des notes. Et tout ça pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, il y ait le plus d'argent possible dans les pays où il n'y a pas d'impôts à payer. C'est-à-dire que si Google Bermude a 10 milliards de dollars dans ses coffres, elle ne paiera pas d'impôts sur ces 10 milliards de dollars-là, alors que si les 10 milliards sont en France, au Canada et dans des pays où il y a un taux d'imposition sur le revenu, à ce moment-là, il y aura des impôts qui seront payés. Et c'est ce qui fera qu'à la fin de l'année, l'État aura de l'argent pour financer sa mission sociale, pour financer les écoles, pour financer l'éducation, pour financer la culture. Il y a un groupe de recherche qui est présidé par Raymond Becker, qui s'appelle le Global Financial Integrity, qui a montré que l'Afrique, à chaque année, perd 60 milliards de dollars au moins, pas comme tel, mais en fonds qu'elle ne peut pas imposer en raison de ce qu'on appelle les flux financiers illicites. Vous avez une entreprise minière au Congo, vous avez une entreprise pharmaceutique en Côte d'Ivoire, vous avez une entreprise, je ne sais trop quoi, pétrolière au Gabon, qui mène une opération, mène des activités,
extraient du sous-sol des minerais, extraient du sous-sol du pétrole ou exploitent le cacao ou peu importe, et qui pourraient dire, ben voilà, j'ai extrait pour tant de milliards de dollars la ressource. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle extrait cette ressource-là et elle vend au prix coûtant. En supposant qu'on extrait pour, je ne sais trop quoi, 500 millions de dollars d'or au Mali. On peut très bien vendre, une société d'or canadienne au Mali peut très bien vendre les 500 millions d'or qu'elle a extrait au Mali à une filiale qu'elle contrôle aux Bahamas pour 500 millions et dire au Mali, j'ai pas fait d'argent. J'ai extrait pour 500 millions, je l'ai envoyé à ma filiale des Bahamas pour 500 millions, et c'est ma filiale qui va vendre sur les marchés les minerais pour enregistrer le profit. Donc le profit sera enregistré aux Bahamas et non au Mali, donc il y aura un bénéfice qui sera nul au Mali, qui sera important aux Bahamas, et donc l'impôt sera payé aux Bahamas, et c'est ce qui fait qu'il y aura un manque à gagner au Mali en ce qui concerne l'impôt. Il n'y aura pas d'impôt qui sera payé, l'État ne pourra pas financer le bien commun, à supposer qu'il ne soit pas corrompu, ce qui est déjà une deuxième question. Ça, c'est en ce qui concerne l'impôt. C'est-à-dire que les législations de complaisance sont des pays qui permettent à des compagnies, à des sociétés, de créer des filiales pour transférer des fonds là-bas de façon à ce qu'ils ne soient pas imposés. Et c'est ce qui fait que les États, ensuite, n'ont pas d'argent dans leur coffre pour financer les écoles, les hôpitaux, pour financer la culture, pour financer la voirie, les routes, ainsi de suite. Mais les législations de complaisance, c'est autre chose aussi. C'est ce qui concerne les mines. J'en ai parlé tout à l'heure. 75% des sociétés minières mondiales